Donc, bonjour à toutes et à tous. Une seconde fois pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure. Il est 10h05. On va commencer ce webinaire de lancement de la APP FACT. Donc, je vais vous partager mon écran et ce webinaire va donc s'articuler en différentes parties. Dans un premier temps, je vais vous représenter rapidement le programme ACTE. Je vais ensuite vous parler un peu plus de l'effacement et de la flexibilité de manière générale. Ensuite, des ressources qu'on a développées avec le programme ACTE sur l'effacement spécifiquement à destination des collectivités. Et enfin, je vais vous présenter l'AAP FACT, ce qui nous intéresse aujourd'hui le plus. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran en mode présentation? Si quelqu'un peut réagir à l'oral, ce serait parfait parce que je ne vois plus le chat. C'est C'est parfait, bon, Adam. c'est très bien. Merci beaucoup. Donc, je me suis pas présenté, mais je suis Adam Soussana et je travaille au programme ACTE, notamment sur le projet FACT. Et s'il n'est pas encore là, on sera rejoint par Lionel Guy, chef du service ENR MDE à la FNCCR. Bonjour Adam. Bonjour Sophie, merci d'être présente. Donc, quelques rappels d'abord sur le programme ACTE avant de passer sur les sujets effacement qui nous intéressent ce matin. Donc, le programme ACTE est porté par la FNCCR et son label Territoire d'énergie, qui regroupe 850 collectivités adhérentes, permet de toucher 60 millions d'habitants, mais évidemment, il est aussi ouvert à toute collectivité qui ne fait pas partie de la FNCCR, et nos appels à projets sont ouverts à toutes les collectivités. Le programme ACTE en lui-même est un programme C2E, c'est-à-dire qu'il utilise l'argent du mécanisme des certificats d'économie d'énergie ou des fournisseurs d'énergie qui sont dits obligés dans ce mécanisme de certificat d'énergie cofinancent le programme et le programme ACTE, donc porté par la FNCCR, redistribue 90% des fonds qu'il touche aux lauréats de ces appels à projets et le reste des fonds est utilisé pour animer le programme et développer des outils qui servent aux collectivités. Le tout est supervisé par le ministère de la Transition écologique, par la Direction générale de l'énergie et du climat. Donc pour les lauréats ACTE qui sont déjà sur un AAP, vous connaissez ce genre de choses, mais ça peut être utile si des personnes qui sont aujourd'hui présentes ne sont pas encore lauréates du programme ACTE sur d'autres appels à projets. Le programme ACTE donc s'articule autour de deux piliers toujours. Donc d'une part un pilier de financement via des AMI et des AAP qui permettent de financer les collectivités pour passer à l'acte sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Et d'autre part, via un centre de ressources développé pour les collectivités, pour les aider à appréhender différents aspects de la question de la rénovation énergétique et de l'efficacité énergétique de leur parc de bâtiments, puisque l'effacement entre dans cette perspective un peu plus large de l'efficacité énergétique au-delà de la rénovation. Enfin, pour finir sur le programme ACTE, quelques mots sur le fait que cette année, pour nous, est une année de transition, puisque actuellement, nous travaillons dans le volet ACTE 2 du programme ACTE et le volet ACTE Plus du programme ACTE, c'est-à-dire le nouveau volet du programme ACTE, est actuellement en train d'être lancé pour une durée de 4 ans, de 2022 à 2026, avec une extension des financements, donc un doublement des fonds du programme ACTE de 110 millions vers 220 millions d'euros, et que ces financements vont notamment servir sur différents AAP. Et on le reverra lorsque je présenterai l'AAP FACT. Ça a une importance pour l'articulation du calendrier FACT autour du programme ACTE 2, puis du programme ACTE+. Donc ensuite, on peut embrayer dès maintenant sur l'effacement et la flexibilité pour les collectivités, donc afin de donner quelques éléments de définition et de contexte sur ce sujet avant de passer plus précisément sur la présentation de l'AAP FACT et de rentrer plus directement dans le vif du sujet. Donc, quelques éléments de définition et de contexte. Donc, historiquement, le système électrique est exploité de manière à garantir l'équilibre entre l'offre et la demande en adaptant les moyens de production à la consommation. Donc, avec notamment en France le nucléaire historique qui permet d'être piloté facilement et donc qui permet de s'adapter à la consommation électrique. Et finalement, l'effacement et la flexibilité viennent de cette nouvelle conjoncture dans laquelle il faut de plus en plus adapter la consommation à la production d'électricité avec le développement de sources de production intermittentes comme les énergies renouvelables.
Donc, la Commission de régulation de l'énergie définit la flexibilité comme la capacité d'un moyen de production, de consommation ou de stockage à modifier sa courbe d'injection ou de soutirage à la demande avec l'objectif de sécuriser et de réguler l'équilibre entre la production et la demande sur le réseau électrique. Donc, l'objectif est bien qu'à chaque instant, production et demande soient équilibrées sur le réseau électrique. Et pour ça, il faut développer de nouveaux moyens de flexibilité. Donc, ces leviers de flexibilité incluent différentes choses. D'abord, la modulation de la production, donc le fait de moduler différentes sources de production. La modulation de la demande, qui est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, puisque l'effacement est une stratégie de modulation de la demande, une modulation de la consommation. Donc, les interconnexions entre les réseaux électriques, donc notamment les connexions entre différents pays, et le stockage sous autres formes d'énergie, par exemple les STEP, les batteries, les véhicules to grid et les power to gas, qui permettent différentes formes de stockage de l'énergie. Donc, pour passer de la flexibilité à l'effacement, donc on a vu qu'il y avait plusieurs leviers de flexibilité. L'effacement est un levier de flexibilité de la demande, donc de flexibilité de la consommation. Donc, qu'est-ce que l'effacement électrique? C'est le fait pour un consommateur d'électricité de diminuer sa consommation d'électricité pendant un pic de consommation sur signal d'un opérateur d'extérieur, afin notamment de soulager le réseau électrique. Donc, si on regarde le schéma qui est tracé à droite sur cette slide, si on s'intéresse par exemple à un consommateur électrique typique d'une collectivité, donc un bâtiment tertiaire d'une collectivité, chauffé, mettons, électriquement, et qu'on regarde sa courbe de charge un jour ouvré d'hiver, donc par exemple un 26 janvier, sur ce graphique sont tracées deux choses. Donc d'une part, la courbe de charge de base du bâtiment, et d'autre part, la variante si ce bâtiment fait de l'effacement électrique. Donc la courbe de charge de base est en rouge, la variante est en vert en pointillé. Et la stratégie d'effacement ici consiste à diminuer de manière ponctuelle sa consommation d'électricité pendant les pics de consommation de la journée afin de soulager le réseau électrique et de réaliser des économies d'énergie, le tout sans perte de confort. Donc ici, les deux effacements qui sont réalisés sur cette journée, sur cette courbe de charge, sont d'une part entre 8h et 9h et d'autre part entre 18h et 19h, les deux moments où la courbe variante verte est diminuée par rapport à la version de base. Et donc, toute l'idée de l'effacement sur un bâtiment, c'est de diminuer sa consommation d'électricité de manière ponctuelle pendant des périodes courtes, par exemple 1 heure, mais de manière très ciblée pendant les pics de consommation, puisque ça permet de soulager le réseau électrique. Et grâce à l'inertie thermique du bâtiment, le fait de diminuer, par exemple, le chauffage électrique pendant des périodes courtes et de manière ciblée n'a pas d'impact ou peu d'impact sur les usagers, c'est-à-dire que la température de chauffe va très peu diminuer, la température ressentie, pardon, va très peu diminuer chez les usagers. Donc, comme on le voit sur la courbe, après les périodes d'effacement, il peut y avoir des périodes de reconstitution du stock si on a besoin de chauffer après pour reconstituer le stock. Mais au total, la consommation d'électricité entre l'effacement et la reconstitution va être moindre que dans la variante de base. Il y a donc bien eu un effacement et pas juste un décalage de la consommation. Donc, historiquement, l'effacement a beaucoup été pratiqué sur des process industriels qui sont particulièrement électro-intensifs et où donc il est particulièrement facile de couper de fortes puissances d'un coup. Et il est aujourd'hui en train de s'étendre très largement aux consommations des bâtiments tertiaires. Donc, si on enchaîne sur pourquoi en fait on a besoin d'effacement et de flexibilité cet hiver et dans les prochaines années. L'effacement et la flexibilité, ce sont des besoins du réseau électrique à la fois à court et long terme. Donc, à court terme, parce qu'avec la crise énergétique que l'on connaît cet hiver, la flexibilité fait partie des leviers d'action à mettre en œuvre au plus vite et dans l'urgence pour sécuriser le réseau électrique et éviter les risques de coupure et de délestage incontrôlés. Donc, comme vous le savez tous, la crise énergétique cet hiver est notamment due à des prix élevés du gaz, en conjonction avec la maintenance de réacteurs nucléaires sur le parc historique nucléaire français et des capacités hydroélectriques diminuées du fait de la sécheresse de l'été 2022. Donc, ces trois conjonctures résultent dans le fait que les moyens de production sont limités et comme on l'a vu, puisqu'il faut toujours équilibrer sur le réseau électrique entre moyens de production et demande, il faut mettre en œuvre des leviers pour diminuer la demande, notamment pendant les pics de consommation. Donc, deux leviers, la sobriété énergétique, dont on entend beaucoup parler ces derniers mois, mais aussi la flexibilité énergétique, qui est tout aussi importante, qui correspond donc au fait de diminuer sa consommation pendant les pics et d'éviter de consommer pendant les pics de consommation afin de lisser les pics sur le réseau. Donc ça, c'était une présentation plutôt de la nécessité de l'effacement et de la flexibilité à court terme dans le contexte de crise énergétique qu'on connaît.
Si on embraye sur la nécessité de l'effacement à plus long terme, dans le scénario futur énergétique 2050 qui a été proposé par RTE pour simuler le mix énergétique de la France à l'horizon 2050, quel que soit le scénario qui a été retenu, donc selon les choix technologiques qui sont faits dans les prochaines années, entre un scénario qui irait vers du 100% renouvelable ou par exemple du 50% nucléaire, 50% renouvelable, dans tous les cas, les besoins en flexibilité sur le réseau électrique augmenteraient très largement. C'est ce que vous voyez ici dans différents scénarios projetés par RTE qui sont représentés sur ces graphiques en camembert. Sur la droite, le bouquet de flexibilité en 2050 augmente très largement par rapport à l'existant dans toutes les situations, quels que soient les choix technologiques qui sont faits dans les prochaines années. Et en particulier, ce qui nous intéresse ici pour nous, c'est l'icône en orange clair, flexibilité de la demande hors véhicule to grid, qui monte à autour de 15 gigawatts à l'horizon 2050. Donc, il faut absolument développer la flexibilité de la consommation électrique pour faire face à ces transformations du mix électrique dans les prochaines années. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles l'effacement est une stratégie gagnante pour s'adapter à un mix électrique qui devient de plus en plus renouvelable. Donc, quel est finalement le rôle du tertiaire et quel est le rôle des bâtiments tertiaires dans cette perspective de développement de la flexibilité et dans l'effacement? Donc, pour y répondre, l'ADEME a fait une étude en 2017 qui s'appelait « L'effacement de consommation électrique en France » où elle s'est intéressée aux effacements de consommation dans les bâtiments tertiaires. Et d'après l'ADEME, le gisement qui a été trouvé pour des effacements 30 minutes, c'est-à-dire des effacements qui sont donnés à un signal de 30 minutes pour s'effacer dans les bâtiments tertiaires, est estimé entre 1,5 et 2,5 gigawatts actuellement. Donc, tels que sont équipés actuellement les bâtiments tertiaires, on pourrait tirer jusqu'à 1,5 ou 2,5 gigawatts dans les bâtiments tertiaires. Donc, ça peut sembler faible vis-à-vis des 15 gigawatts qui sont escomptés à l'horizon 2050, mais on compte aussi sur le fait que les bâtiments seront de mieux en mieux équipés, donc que le gisement sera de plus en plus exploité. Et évidemment, le tertiaire ne représente qu'un pourcentage de cette flexibilité de la demande à l'horizon 2050. Mais donc, ça prouve le rôle très important qu'a à jouer le secteur tertiaire pour contribuer à la sécurisation du réseau électrique et à l'adaptation au mix électrique qui se transforme. Et donc, comme on s'y attend finalement, les usages qui vont pouvoir être modulés dans un bâtiment tertiaire sont avant tout les usages CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation, qui représentent une large part du gisement d'effacement dans les bâtiments tertiaires, tel que l'a évalué l'ADEME. Donc, sur le graphique à droite, issu toujours de cette étude de l'ADEME en 2017, vous voyez que le chauffage et la climatisation sont de très loin les premiers usages sur lesquels on peut jouer pour faire des effacements de consommation pendant les pics. C'est-à-dire qu'un effacement de consommation pendant un jour ouvré d'hiver va souvent consister simplement à couper son chauffage de manière très ciblée pendant, par exemple, 1 heure lors d'un pic de consommation afin de diminuer sa consommation d'électricité pendant ce pic. Donc, ces discussions sur l'effacement dans les bâtiments tertiaires et ses caractéristiques techniques nous emmènent assez naturellement vers la question de la valorisation économique. En fait, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'un opérateur, pourquoi est-ce qu'un consommateur d'électricité couperait sa consommation ou diminuerait sa consommation de manière ciblée et courte pendant les pics s'il n'y a pas derrière de mécanisme pour le valoriser? Donc, la valorisation économique de l'effacement passe par 2 mécanismes. D'une part, la flexibilité qu'on appelle implicite, c'est le fait d'avoir une tarification électrique dynamique avec plusieurs plages tarifaires de coût du kilowattheure et de puissance souscrite. Et donc, la contractualisation et la rémunération ne sont qu'avec le fournisseur d'électricité. Donc, cette partie flexibilité implicite, finalement, elle dépend de votre offre de fournisseur d'énergie et c'est moins ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est la flexibilité dite explicite, c'est-à-dire un mécanisme de flexibilité où le client reçoit directement une demande de modulation de sa puissance sur des créneaux donnés, le plus souvent par un agrégateur de flexibilité qui fait l'interface avec les différents mécanismes de marché du réseau électrique. Et donc, le client s'engage auprès de l'agrégateur à mettre en œuvre des flexibilités et est rémunéré en échange par celui-ci. Et donc, tout ceci se fait indépendamment du fournisseur d'électricité et de la facture d'électricité du client. Donc, pour clarifier un peu, si on regarde ce schéma-ci, la valorisation économique de l'effacement, finalement, pour des collectivités qui possèdent des bâtiments tertiaires, elle peut se faire de cette manière, sur ce mécanisme dit explicite. Donc, un opérateur ou un agrégateur d'effacement va en fait venir jouer le rôle d'intermédiaire entre la collectivité qui possède des bâtiments tertiaires et donc des capacités d'effacement,
et les marchés de l'énergie, donc notamment le mécanisme de capacité, le mécanisme d'ajustement géré par RTE, qui permettent à l'opérateur et à l'agrégateur d'effacement de se rémunérer à partir des capacités d'effacement qu'il a agrégées autour de plusieurs bâtiments de collectivités. Donc, les collectivités possédant des bâtiments tertiaires mettraient à disposition leur capacité d'effacement auprès d'un opérateur ou d'un agrégateur d'effacement. En échange, celui-ci rémunérerait de manière fixe annuelle, dans le cas 1, comme je vais l'expliquer ensuite, ou installerait gratuitement un boîtier permettant des économies d'énergie dans le cas 2, comme je vais l'exposer ensuite. Et de l'autre côté, à l'échelon 2, l'opérateur ou l'agrégateur d'effacement valoriserait les capacités d'effacement agrégées auprès des marchés de l'énergie. Et de l'autre côté, cela lui permettrait d'obtenir une valorisation de sa flexibilité électrique, donc une rémunération. Donc, c'est quelque chose qui est déjà extrêmement bien développé dans le secteur industriel, qui est déjà en train de se développer très rapidement dans le secteur tertiaire. Et c'est pour cela que nous, on lance ce programme EFACT afin de pouvoir le développer dans les collectivités et que les collectivités puissent bénéficier de ces mécanismes de rémunération des capacités d'effacement tout en contribuant à la sécurisation du réseau électrique dès cet hiver qui en a grandement besoin. Donc, si on regarde deux cas finalement typiques ou deux cas un peu d'école qui pourraient intervenir pour une collectivité qui voudrait valoriser ses capacités d'effacement sur ce type de mécanisme avec ses intermédiaires que sont les agrégateurs et opérateurs, comme on l'a vu. Le premier cas, ce serait par exemple celui d'une collectivité qui possède un ou plusieurs bâtiments de faible puissance chauffés électriquement. Donc, dans ce cas-ci, la collectivité pourrait faire appel à un opérateur qui installerait un boîtier permettant de moduler la consommation de son chauffage électrique. Et cette collectivité réaliserait des économies d'énergie allant jusqu'à 15%, sans perte de confort. Donc, cet opérateur aurait gratuitement installé le boîtier, mais il n'y aurait pas de rémunération fixe annuelle. Finalement, la seule rémunération que toucherait la collectivité serait celle des économies d'énergie réalisées. Le deuxième cas serait celui, par exemple, d'une collectivité qui possède un ou plusieurs bâtiments de puissance électrique plus importante, donc avec des capacités d'effacement donc plus importantes parce que leur puissance électrique est importante. Dans ce cas-là, un opérateur pourrait proposer une rémunération annuelle fixe en échange de périodes d'effacement ponctuelles, certains jours d'hiver. Et la collectivité gagnerait donc une rémunération fixe annuelle sans perte de confort, puisque les effacements, de manière générale, lorsqu'ils sont faits de cette manière, sont entre guillemets invisibles pour les usagers, parce que le chauffage n'est coupé que pendant, par exemple, une plage d'une heure, une fois dans la journée, donc l'usager ne le voit quasiment pas. Et donc la collectivité gagnerait cette rémunération fixe annuelle sans perte de confort, avec un boîtier installé sur ces équipements de contrôle de manière gratuite par un opérateur, en échange de la mise à disposition de ses capacités d'effacement toute l'année, pendant l'hiver, pour les valoriser. Donc, je vais faire une très courte pause pour régler un problème technique et je reviens dans une seconde. Le problème technique étant réglé, je suis de retour. Et Attends, oui, on a quelques questions dans le chat. Est-ce que tu veux les prendre de suite ou on attend que tu aies terminé cette partie-là? je pense qu'on peut les prendre de suite. Il me semble que cette partie est presque terminée de toute façon. Je regarde tout de suite dans le chat. Je vais te les lire si tu veux. Ce sera peut-être plus simple pour toi. Ah oui, bah, je les ai là, ça y est. Ok. Donc, dans le cas 2, la collectivité a aussi des gains d'énergie. Tout à fait. Tout à fait. Dans le cas 2, la collectivité a aussi des gains d'énergie puisque dans ce cas-ci, c'est la même chose finalement. Sa consommation d'énergie est diminuée pendant les effacements, donc pendant ces périodes de pic de consommation où l'opérateur lui propose de diminuer sa consommation. Donc, elle a tout à fait aussi des gains d'énergie. Et donc, en fait, en plus de la rémunération, entre guillemets, fixe annuelle qu'elle perçoit de l'opérateur d'effacement, elle va évidemment percevoir une rémunération dans le fait que sa facture d'énergie va baisser à l'année. Purement technique, installation de boîtiers permettant la modulation égale délestage du chauffage. Oui, pour moi c'est ça, c'est le fait que le boîtier qui permet la modulation, en fait, il permet la modulation sur différents usages du bâtiment selon où on l'installe. Et donc, notamment, ça va être sur le chauffage électrique si le bâtiment est équipé d'un chauffage électrique. Et c'est notamment sur ce type de bâtiment chauffé électriquement que l'effacement va être le plus intéressant parce que c'est là qu'on va aller atteindre les puissances électriques les plus importantes sur un bâtiment.
À partir de quelle puissance passe-t-on d'un bâtiment faible puissance à un bâtiment puissance importante? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une question que je vais réaborder notamment dans la présentation de l'appel à projet FACT en fin de présentation. Ce seuil de puissance, finalement, il n'existe pas exactement de manière fixe. L'important à retenir, c'est que différents opérateurs d'effacement peuvent faire des offres différentes. Là, j'ai présenté un peu deux cas limites entre un opérateur d'effacement pour le premier type Voltalis qui va installer des boîtiers d'effacement sans rémunération sur des petits bâtiments. Là, pour le coup, en fait, le seuil de puissance peut être très faible. On peut presque atteindre des puissances qui correspondent à du résidentiel privé, type une maison ou un pavillon privé. Donc, pour le premier cas, c'est le cas limite de très faible puissance. Pour le deuxième cas, le seuil de puissance qu'ont tendance à nous donner les opérateurs d'effacement, c'est qu'un bâtiment qui consomme des puissances déjà intéressantes pour eux, c'est un bâtiment qui peut avoir une puissance souscrite de 100 kW, par exemple. Donc après, le bâtiment peut avoir une puissance souscrite moins importante, être agrégé avec d'autres bâtiments dans des lots d'effacement que peuvent valoriser des opérateurs d'effacement. Mais donc, il y a cette idée du seuil de 100 kW qui peut déjà donner une idée du type de gros bâtiment qu'on peut aller valoriser, même si évidemment des bâtiments qui ont une puissance souscrite moins importante peuvent être valorisables aussi, et c'est pour ça qu'on ne cherche pas à décourager des puissances moins importantes. Alors, pour Max Senange, tout à fait, sur l'interprétation des deux cas, c'est ça. Donc, dans le premier cas, la collectivité ne fait que des économies d'énergie. Après, il y a aussi le bénéfice qu'elle elle a eu un boîtier gratuitement installé qui lui permet de suivre sa consommation. Donc, il y a aussi ce bénéfice en termes de ressources intellectuelles, on va dire. Et dans le deuxième cas, elle obtient en plus une rémunération sur l'effacement de manière fixe annuelle. C'est ça. Alors, question un peu naïve. En fait, on aurait tendance à répondre oui, c'est toujours une bonne idée d'effacer, même lorsqu'il n'y a pas besoin de sécuriser le réseau, parce que ça fait des économies d'énergie et parce que donc, ça fait des économies financières. Après, évidemment, on dit qu'il n'y a pas de perte de confort lorsqu'on fait des effacements courts, c'est le cas. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait peu de perte de confort. Donc, par exemple, une diminution de la température selon l'inertie thermique du bâtiment d'1 ou 2 degrés. Donc, dans ces cas-là, si l'effacement est un peu plus long, effectivement, on va vouloir le faire seulement s'il y a une bonne raison de le faire. Mais de manière générale, c'est quand même toujours plutôt une bonne idée de le faire. Alors, peut-on parler équipement, chauffage, éclairage, pompe? Oui, tout à fait. On va en parler ensuite dans la deuxième partie. Effectivement, donc si on a déjà un compteur Linky, ce n'est pas forcément intéressant d'avoir ce boîtier en plus. Souvent, ce qui peut être fourni par les opérateurs qui proposent ce type de service, c'est souvent des plateformes de visualisation qui peuvent être intéressantes pour l'utilisateur avec des choses assez ergonomiques et faciles d'utilisation. Après, évidemment, je pense qu'il faut vraiment aller voir au cas par cas ce qui peut être intéressant. Ce qui est par contre intéressant, c'est que le boîtier lui-même, dans le cas 1, en fait, permet de faire des économies d'énergie. Donc, il coupe de manière automatique le chauffage en faisant des micro-coupures pendant la période d'effacement. Et donc, ça permet de faire des économies d'énergie. Donc, ça, c'est pas forcément quelque chose qui est déjà permis avec les équipements. Je vois une question aussi du SDE 22. Et je vous écoute. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. Oui, bonjour, Paul Molenfant du SDE 22. Donc, je voulais faire part en fait de tout simplement la démarche qu'on avait effectuée, nous, de notre côté, entre guillemets, sur le SDE 22 pour notre groupement d'achat. On avait déjà en fait contacté des agrégateurs de type Total, EDF, etc., leurs filiales qui s'occupent des effacements sur l'ensemble de nos sites pour voir un petit peu les possibilités qui étaient pertinentes pour lesquelles des sites pouvaient être éligibles à des contrats d'effacement. Et il s'avérait en fait que sur le pratiquement 12 ou 13 000 sites que nous avions, il n'y a eu que 6 véritablement sites qui étaient potentiellement pertinents pour les agrégateurs de proposer un contrat là-dessus. Donc, on a fait, pour aller un peu plus loin dans la démarche, on leur a donné les points 10 minutes, etc., de l'ensemble de nos gros sites, ces deux. Donc, ils en ont fait des calculs pour en déterminer 6 sites. On avait une usine de Saint-Barthélemy à Saint-Brieuc, bref, du traitement des eaux. Et donc, en fait, on a un petit peu de mal à aller par la suite, en fait. Une fois que c'est fait, l'agrégateur, en fait, il nous propose de base des moyens techniques, comme vous avez explicité dans votre cas 2, qui peuvent être mis en place pour pouvoir faire des effacements durant
lorsqu'ils le décideront, lorsqu'ils nous préviendront. Mais en fait, contractuellement parlant, on n'arrive pas trop à savoir sur quel pied on peut danser. En fait, quel contrat, dans le cadre des marchés publics, peut s'opérer pour qu'on opère plus facilement en fait ces types de contrats en fait. Parce que pour l'instant, il n'y avait rien, quoi. Donc nous, pour l'instant, là, je suis en discussion avec, pour pas le nommer Total Flex, je crois, avec justement une collectivité de chez nous pour qu'il y ait un rapprochement contractuellement parlant. Mais on ne sait pas trop vers quoi aller, quoi. Est-ce que, étant donné que est-ce que c'est plus un marché de service, étant donné que normalement il y aurait que un avantage pour la collectivité, mais quid également des pénalités, parce que lorsque, par exemple, si un agrégateur nous demande de nous effacer à une telle période et qu'on ne le fait pas, il y a des risques de pénalité, donc il y a des risques financiers derrière. Mais en contrepartie, normalement, on serait dû, la collectivité n'aurait que des recettes à pourvoir. Donc, comment ça peut s'activer via un marché public? Et est-ce que les syndicats d'énergie, via leur site qui passe par le groupement, peuvent coordonner en fait une sorte, comme on le fait pour les groupements d'achat d'énergie, une sorte de marché pour ces sites-là où c'est vraiment, je pense que c'est la deuxième solution, mais c'est vraiment du cas par cas, quoi. Ok, Donc, merci, merci beaucoup pour cette question qui est, donc c'est à la fois un retour d'expérience et une question finalement ouais, voilà. là-dessus. Merci beaucoup donc de l'avoir partagé. Donc ce que je peux dire avec différents éléments là-dessus, c'est que donc sur l'aspect contractualisation des bâtiments et repérage des bâtiments par les opérateurs et agrégateurs, nous la dynamique qu'on sent en discutant avec eux, c'est qu'ils sont vraiment de plus en plus intéressés par les sites tertiaires. Donc c'est vrai qu'on a ce retour que ils ont pu être un peu exigeants ou difficiles dans le repérage de leur site initialement pour des situations type K2 dans cette slide où ils fournissent une rémunération fixe annuelle. Donc, ils ont pu être un peu exigeants par le passé. On a Ouais, l'impression mais qu'ils vont l'être de moins en juste moins. si je peux me permettre, en fait, nous, les sites qui ont été pris en question, en fait, ne sont pas du tout ou utilisent très peu de chauffage dans leur consommation d'électricité. C'est plus des process de type station d'épuration et autres qui sont où là, véritablement, ils indiquent qu'il y a vraiment du gros potentiel, mais sur le chauffage, il n'y a pas vraiment d'utilisation. Donc, en fait, l'impact, lorsqu'ils nous font la demande durant 8 ou 9 heures, il peut être très important et on ne peut pas avoir, comme vous l'aviez présenté dans votre cas précédemment, une sorte de remodification du stockage ou autre si on voulait redonner de la température. Là, par exemple, sur une usine de traitement d'eau, à une heure précise, on ne peut pas couper, quoi. Donc, il faut passer par des groupes électrogènes et autres de ce substitut. Et là, c'est un peu plus compliqué, quoi. Et donc là, il faut des moyens techniques derrière pour savoir si le site en question est bien équipé pour pouvoir faire ces effacements-là, quoi. Donc, je veux dire, c'est vraiment du cas par cas et c'est beaucoup plus compliqué, quoi. C'est ça que Oui, complètement. Ça, c'est un retour qu'on entend tout à fait que ça marche au cas par cas. Après, c'est vrai que le contexte de crise énergétique cet hiver fait que les opérateurs et agrégateurs avec lesquels on a pu échanger ces derniers mois sont de plus en plus motivés pour aller créer des offres pour les bâtiments tertiaires qui permettent de valoriser aussi des puissances plus faibles et donc ne pas seulement s'intéresser à des usages très électro-intensifs comme par exemple des usines d'épuration avec des process qui peuvent être coupables mais qui sont très puissants. Donc, ces offres sont en train de se créer. Mais donc, en fait, ça va être un peu la deuxième partie de cette présentation. On va vous présenter aussi les outils qu'on est en train de mettre en œuvre pour pouvoir entrer en relation plus facilement avec des opérateurs et agrégateurs et échanger plus facilement avec eux sur les offres qu'ils ont à disposition et les motiver de plus en plus à créer des offres intéressantes pour les collectivités là-dessus. Et du point de vue plus juridique, donc des contrats et de la contractualisation, en fait, nous, en parallèle, on va lancer un groupe de travail effacement avec les différentes collectivités qui sont intéressées par cette démarche et notamment celles qui vont candidater à l'AAP qu'on va présenter ensuite dans la présentation. Donc, si ça vous intéresse, en fait, nous, ça nous intéresserait beaucoup si vous souhaitez rejoindre ce type de groupe de travail pour pouvoir continuer à échanger là-dessus. Et nous, on va essayer de faire ce travail juridique, d'aller examiner quels types de contrats peuvent être intéressants et comment est-ce qu'on peut créer ce type d'achat et de contrats entre les opérateurs et agrégateurs d'effacement et les collectivités qui souhaitent valoriser leurs bâtiments, notamment au niveau des syndicats d'énergie.
Je vais peut-être devoir continuer la présentation parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir ensemble. Et je vous propose, on va reprendre des moments de questions et d'échanges. Donc, si vous voulez rééchanger là-dessus, il n'y a aucun souci, ce sera avec grand plaisir à d'autres moments d'échange dans la présentation. Donc, pour continuer là-dessus, donc on en était à la valorisation économique de la flexibilité et de l'effacement. Donc, on voit que ça soulève différentes questions sur lesquelles on travaille nous aussi de notre côté et que les agrégateurs et opérateurs sont de plus en plus intéressés par les bâtiments tertiaires sur lesquels on essaye de travailler ici. Mais donc, comme le disait Paul Malenfant au SDE22, donc il y a bien d'autres types de structures sur lesquelles on peut faire de l'effacement. Et au départ, comme je le disais, historiquement, l'effacement, c'est plutôt fait sur des process industriels. Alors, pardon. Voilà, donc je vais dire quelques mots avant de clôturer cette première partie sur les rappels sur l'effacement et la flexibilité, sur les liens dans les bâtiments tertiaires entre l'effacement et la maîtrise de l'énergie. Donc la question qu'on s'est posée en fait au sein du programme ACTE était la suivante, puisque nous, notre cœur de métier, c'est de travailler sur la rénovation énergétique. Est-ce que si on se met à travailler sur les effacements de consommation des bâtiments tertiaires notamment, est-ce que les deux pourraient être contradictoires ou est-ce qu'il y a des synergies entre les deux? Et comment est-ce que les deux démarches s'articulent pour les collectivités? Donc, on a commandé une étude à l'IFPEB, l'Institut français pour la performance énergétique du bâtiment, sur les liens entre effacement, flexibilité et maîtrise de l'énergie. Et les résultats de cette étude, donc, qui a été faite l'an dernier par l'IFPEB à partir d'enquêtes terrain, de simulations sur des bâtiments et de recherches bibliographiques, sont les suivants. Donc, sont les suivants. La flexibilité énergétique, telle que l'a examinée l'IFPEB, ne nuit pas à la maîtrise de l'énergie. Au contraire, en fait, il y a une forme de synergie entre les deux. Et la maîtrise de l'énergie s'inscrit dans un temps long, alors que la flexibilité peut répondre dès maintenant à un besoin du réseau ponctuel. Donc, l'idée, en fait, c'est que la flexibilité et ces démarches d'effacement de consommation peuvent être en fait un premier pas dans une démarche plus globale de maîtrise de l'énergie dans les bâtiments des collectivités notamment. Donc, ici, sur ce schéma, en fait, on voit que dans l'idée de l'articulation entre effacement de consommation et rénovation énergétique plus globale des bâtiments, une collectivité peut se lancer dans une démarche d'effacement qui a des très faibles capex, donc de très faibles investissements pour la collectivité. Elle peut en retirer des gains économiques issus de l'effacement qui peuvent être réinvestis dans une démarche de rénovation énergétique qui comporte, elle, des coûts d'investissement plus forts. Et les économies qui sont réalisées par la rénovation sont réinvesties ou peuvent être réinvesties dans la maîtrise de l'énergie et ou l'effacement. Donc, les deux peuvent s'alimenter s'ils sont bien articulés. Donc, ça clôture finalement un peu cette première partie sur la flexibilité et l'effacement. Donc, si on fait le bilan, pourquoi faire de l'effacement électrique dans le tertiaire et en particulier dans le tertiaire public? Donc, d'abord parce qu'en fait, c'est un gisement important de flexibilité pour passer les prochains hivers. Ensuite, parce que c'est un gisement encore presque complètement inexploité. Donc, cette capacité d'effacement qui existe dans les bâtiments tertiaires, mais aussi sur d'autres bâtiments des collectivités, elle est encore très, très peu exploitée par rapport à d'autres types de gisements d'effacement, notamment le gisement industriel. Et elle est diffuse, donc un peu plus difficile à atteindre, mais les opérateurs et agrégateurs sont en train de se mettre en ordre de marche pour pouvoir proposer des offres qui intéressent les collectivités. Donc, il y a aussi une opportunité économique pour les collectivités si on parvient à aller au stade de contractualisation avec des opérateurs, même si on l'a vu, il y a des obstacles, mais on peut les lever au niveau des verrous juridiques et on va continuer à travailler là-dessus pendant les prochains mois. C'est une contribution à l'indépendance énergétique qui est particulièrement intéressante en ce moment dans le contexte géopolitique qu'on connaît, puisque moins de gigawatts appelés pendant les pics correspondent à moins de centrales à gaz mises en route, ce qui permet d'être plus indépendant énergétiquement au niveau du territoire national. Et enfin, c'est une contribution à la décarbonation du mix énergétique, puisque cela permet l'intégration des renouvelables à long terme et la diminution des centrales d'appoint fossiles. Donc, ça clôture un peu cette première partie sur l'effacement et la flexibilité et quelques définitions. Donc, je vais présenter rapidement les outils qui sont mis à disposition par le sous-programme EFFACT pour vous accompagner dans votre démarche d'effacement, mais aussi dans vos réflexions sur l'effacement et éventuellement, si vous n'avez pas encore travaillé sur le sujet, dans votre montée en connaissances et en compétences sur la question de l'effacement électrique. On a aussi conscience, évidemment, qu'il y a différentes collectivités qui ont travaillé à différents degrés sur cette question. Donc, pour certaines personnes qui sont déjà expertes de ces questions, ce sera plus des rappels là-dessus. Donc, les outils qui ont été développés par le programme EFFACT s'articulent un peu autour de trois piliers. Donc, d'abord, un pilier d'accompagnement à la connaissance, donc s'appuyer notamment sur le réseau des économes de flux, donc sur vous pour
pour ceux et celles qui sont économes de flux avec nous aujourd'hui, avec un kit dédié et des formations qui permettent de monter en compétence sur l'effacement que je vais présenter après. Le deuxième pilier du programme EFFACT, c'est de lancer des démarches d'effacement dans les collectivités ou d'accompagner les démarches d'effacement que vous souhaitez lancer grâce à l'appel à projet EFFACT et au financement qu'on va lancer là-dessus. Donc, c'est ce que je présenterai à la fin. Et le troisième pilier, donc, c'est la mise en relation avec des opérateurs et agrégateurs. Donc, vous accompagnez sur la prise de contact et sur la contractualisation avec des opérateurs et agrégateurs avec la plateforme GoFlex que je vais présenter tout à l'heure. Donc, si on revient d'abord sur le premier pilier d'accompagnement à la connaissance et sur les ressources qui ont été développées pour l'effacement. Donc, dans un premier temps, ces ressources, ce sont des ressources d'accompagnement à la connaissance. En fait, donc, on a d'abord développé un kit effacement électrique pour les collectivités qui est en ligne sur notre page Internet. Donc, si vous tapez EFFACT sur Internet, vous allez tomber sur notre site Acté et sur la page EFFACT qui comporte ce guide effacement électrique dans les collectivités. Donc, il synthétise un peu toutes les informations que j'ai données dans la première partie de la présentation en plus détaillé et plus fourni avec les différentes sources institutionnelles, RTE, l'ADEME, qui permettent d'approfondir le sujet. Donc, notamment les définitions, qu'est-ce qu'une collectivité peut y gagner, comment faire concrètement, les liens entre l'effacement et la MDE. Donc, c'est le premier guide sur lequel vous pouvez compter pour entrer dans le sujet si vous connaissez encore peu le sujet de l'effacement de consommation. La deuxième ressource qu'on a développée, ce sont des ressources un peu plus techniques pour entrer, on va dire, dans le vif du sujet et accompagner la démarche d'effacement si vous souhaitez la lancer dans votre territoire. Donc, c'est un guide d'évaluation des gisements de flexibilité dans un bâtiment tertiaire. Donc là, c'est plus pour aller comprendre au niveau d'un bâtiment comment évaluer son gisement, quels usages diminuer, qu'est-ce que ça peut impliquer au niveau du bâtiment pour mieux connaître son parc et son gisement. Donc, ce guide méthodologique d'évaluation des gisements de flexibilité, il a été développé par l'Institut français pour la performance énergétique du bâtiment pour nous, pour le programme Acté. Et il est notamment articulé avec deux outils qui sont ceux-ci. Deux outils de premier niveau faciles d'utilisation qui permettent de rentrer dans le sujet de l'effacement sur le plan technique. Donc d'abord, un premier outil de criblage de son parc de bâtiments pour en retirer les bâtiments les plus intéressants. Et ensuite, un outil qui permet de prédiagnostiquer un bâtiment donné en évaluant en quelques clics les capacités d'effacement des bâtiments les plus prometteurs. Donc, ces deux outils, ils ont été développés en partenariat avec l'IFPEB dans le cadre de ce guide d'évaluation des gisements et pour vous accompagner sur l'évaluation des gisements de flexibilité de vos bâtiments tertiaires. Et pour les présenter et pour vous accompagner dans la montée en compétences sur ce type d'outils, on va notamment avoir deux formations qui vont avoir lieu donc pour la première le vendredi 6 janvier de 10h à midi et pour la seconde le vendredi 20 janvier de 14h à 16h. Donc, vous pouvez dès maintenant noter ces dates si vous êtes intéressé par ces formations. Elles seront ouvertes en priorité au réseau des économes de flux Acté. Mais si vous souhaitez déposer une candidature à l'appel à projet EFFACT pour obtenir des financements, vous aurez possibilité d'y assister ou en tout cas, on vous donnera les matériaux de présentation. Donc, la première sera sur les enjeux et stratégies d'effacement électrique dans les collectivités. Donc, comment est-ce qu'on entre dans la question de l'effacement électrique au niveau de son parc de bâtiments notamment. Et la deuxième sera sur l'utilisation de l'outil GoFlex que je vais présenter ensuite pour évaluer ces bâtiments et connaître son potentiel. Donc, si je reviens sur ces outils, le premier, donc cet outil de criblage du parc, il est basé sur l'idée que, afin de faire de l'effacement électrique dans un parc de bâtiments, le plus important, c'est d'abord de cibler le mieux possible les bâtiments qui pourraient être intéressants pour faire de l'effacement. Donc, a priori, c'est des bâtiments qui sont assez gros en termes de surface, qui ont des usages électriques assez importants, donc souvent chauffés électriquement. Et donc, c'est basé sur l'idée qu'il y a une loi de Pareto dans la distribution des bâtiments qui fait que finalement, si on cible les 20% de bâtiments les plus intéressants pour l'effacement électrique, on peut obtenir 80% du résultat escompté en termes d'effacement de consommation. Alors qu'à l'inverse, si on cible les 80% les moins intéressants comme site d'effacement électrique, on n'obtiendra que 20% du résultat en termes d'effacement de consommation. Donc, ce premier outil de criblage qu'on va mettre en ligne cette semaine sur notre site Internet, sur la même page EFFACT de notre site Internet Acté. Cet outil, donc, c'est un Excel très simple qui permet, en fait, à partir de quelques données, d'avoir un peu une idée du classement de ces sites et des sites les plus intéressants. Donc, il classe les sites les uns par rapport aux autres et ça permet d'avoir une idée de quels sont les bâtiments les plus intéressants dans son parc de bâtiments
pour faire de l'effacement électrique. Donc, c'est un outil très simple que n'importe qui aurait pu développer pour criveler son parc, mais on vous le met à disposition pour que ça puisse être utile pour faire des calculs d'effacement électrique. Alors, je vois 2 questions. Où trouver ce guide? Donc, c'est bien sur la page FACT de notre site internet qui est indiquée ici sur la slide. Et est-ce qu'il y a des guides ou simplement des explications sur le calcul de l'effacement et les modèles économiques associés? Donc, il y a 2 choses. Donc, d'une part, le premier guide que j'ai présenté, qui est sur notre site internet en ligne actuellement, c'est bien un guide général avec des explications sur le calcul de l'effacement et les modèles économiques. Le deuxième, c'est le guide d'évaluation des gisements. Donc là, c'est vraiment un guide technique qui a été développé par l'IFPEB et qui permet plus de rentrer dans le sujet pour lancer sa démarche. Donc, il y a un peu les 2 choses. Si je passe au second outil que l'on développe actuellement et qui va être utile pour, là aussi, se lancer dans une démarche d'effacement. Donc, c'est un outil, en fait, pour prédiagnostiquer, entre guillemets, un bâtiment donné, pour savoir à quel point un bâtiment donné serait intéressant pour faire de l'effacement électrique. Donc, c'est un outil qu'on est actuellement en train de développer, qui va être disponible début janvier, qui permettra en ligne, à partir d'un questionnaire assez simple sur quelques usages d'un bâtiment, d'avoir une idée de si ce bâtiment est oui ou non plutôt intéressant pour faire de l'effacement électrique. Donc là aussi, c'est des informations où peu à peu, en fait, si vous commencez à vous intéresser plus au sujet et à évaluer vos bâtiments, je pense que ce type d'information, vous l'aurez assez naturellement, mais il peut être intéressant pour rentrer dans le sujet et commencer à évaluer ces bâtiments. Et donc, finalement, je vais vous parler du 3e outil qui est le plus intéressant ici et qui va être le plus important dans votre démarche d'effacement si vous souhaitez lancer une démarche sur votre parc de bâtiments et sur vos usages tertiaires. C'est l'outil GoFlex. Donc, l'outil GoFlex, c'est un outil qu'on a développé avec l'IFPEB et qui a visé à devenir un peu l'outil de référence pour l'évaluation de la flexibilité des bâtiments tertiaires. C'est un outil qui, en fait, permet, à partir d'un questionnaire sur un bâtiment donné, de faire une évaluation de ce bâtiment et d'obtenir une sorte de Nutri-Score de la flexibilité, c'est-à-dire une étiquette un peu simple et lisible de la flexibilité d'un bâtiment, pour que de l'autre côté, des agrégateurs et opérateurs d'effacement qui s'intéressent à la valorisation économique des bâtiments tertiaires sur le plan de l'effacement puissent avoir des informations lisibles et savoir sur quel bâtiment travailler et quel type d'usage mettre en œuvre. Donc, cet outil GoFlex, il est déjà disponible et on peut vous le donner si vous souhaitez rejoindre notre groupe de travail effacement, si vous souhaitez candidater à l'appel à projet FACT. Et il vous permet d'évaluer à partir d'un questionnaire vos bâtiments. Donc, il y a déjà des collectivités particulièrement pionnières sur le sujet, comme Morbihan Énergie et le CIDEF, qui ont commencé à travailler sur cet outil GoFlex et à faire des évaluations de leurs bâtiments. Et il permet à terme de retirer une étiquette où vous avez la classe du système de pilotage, la puissance modulable réelle du bâtiment et la durée de préavis. Donc, en fonction de cette durée de préavis, combien le bâtiment peut moduler en puissance en fonction aussi de sa classe de pilotage. Donc, ces 3 informations simples, elles sont retirées d'un questionnaire que l'on remplit si l'on fait une évaluation GoFlex d'un bâtiment tertiaire. Donc, à quoi ça ressemble une évaluation GoFlex? Je m'étends un peu plus là-dessus parce que ça va être intéressant dans le cadre de l'appel à projet FACT, où on va notamment financer du temps interne pour remplir ce type d'évaluation si vous souhaitez auditer vos bâtiments sur le plan de l'effacement. Donc, l'outil GoFlex, il permet de sonder sur différents usages du bâtiment quelle va être la pilotabilité de cet usage et la puissance électrique qui va être effaçable pendant les périodes d'effacement de consommation. Donc, il existe une version simplifiée et une version détaillée de l'outil GoFlex. Dans la version simplifiée, par exemple, si vous prenez des usages tels que le chauffage ou l'éclairage, vous allez simplement remplir comment est-ce que vous allez couper cet usage. Donc, est-ce que c'est un interrupteur type on-off et quelle va être la puissance électrique installée, donc des informations très simples à obtenir sur votre bâtiment. Et dans la version plus détaillée de cet outil GoFlex, vous allez fournir un peu plus d'informations. Donc, par exemple, sur un usage comme le chauffage, vous allez pouvoir mettre s'il existe des usages type modulation de consignes, s'il y a un niveau d'anticipation qui permet de programmer avec un thermostat avec une programmation horaire, et si le chauffage est pilotable de manière centralisée. Donc, un peu plus d'informations à remplir dans cette version détaillée, mais qui permet aussi d'être plus précis dans l'évaluation de votre bâtiment. Alors, qu'est-ce que la durée du préavis? La durée du préavis, c'est lorsqu'un opérateur d'effacement a contractualisé avec vous des capacités d'effacement, c'est combien de temps à l'avance il vous prévient qu'il va y avoir un effacement sur votre bâtiment, si c'est à vous d'activer manuellement l'effacement.
Donc, selon les cas, ça peut soit être l'opérateur qui a installé un boîtier qu'il va contrôler directement et qui va lui-même moduler votre puissance. Donc, dans ce cas-là, il vous préviendra évidemment parce qu'il vous prévient toujours, mais ce sera lui qui opérera la modification et la modulation. Ou alors, si c'est toujours à vous d'opérer cette modulation, dans ce cas-là, il vous préviendra pour faire cette modulation et c'est ça la durée du préavis. Donc, pour finir sur ces outils, donc vous avez vu d'abord le premier aspect qui est l'accompagnement à la connaissance avec les kits et les guides. Le deuxième aspect qui sont ces outils d'évaluation, donc avec à la fois des outils pour cribler votre parc, repérer les bâtiments les plus intéressants et des outils pour évaluer ces bâtiments-là et savoir à quel point sur les différents usages ils peuvent être intéressants pour faire de l'effacement. Et finalement, ce dernier aspect qui est le dernier outil pour mettre en relation les utilisateurs qui souhaitent faire de l'effacement dans leur parc de bâtiments et les opérateurs et agrégateurs qui peuvent valoriser vos capacités d'effacement, c'est l'outil de la plateforme GoFlex que l'on est actuellement en train de développer avec RTE, le GIMELEC et l'IFPEB et qui a visé à devenir un peu la plateforme de référence de l'effacement tertiaire. Cette plateforme GoFlex, elle aura pour but de mettre en relation les agrégateurs et opérateurs d'effacement qui peuvent proposer des offres d'effacement et les collectivités qui souhaitent valoriser leur capacité d'effacement. Donc, cette plateforme, elle permettra non seulement cette mise en relation, mais aussi une agrégation de différents sites pour que des capacités d'effacement plus importantes puissent émerger. Donc, par exemple, si une collectivité a, mettons, un lot de bâtiments qui lui permet d'avoir une puissance effaçable, je ne sais pas, par exemple, de 300 ou 400 kilowatts, une autre collectivité a elle aussi un lot qui lui permet d'avoir une puissance effaçable de 500 ou 600 kilowatts, un agrégateur pourra aller sur la plateforme, prendre contact avec ces deux collectivités et vous proposer un montage qui permettrait, par exemple, de monter pour lui à une puissance plus intéressante qui atteindrait de l'ordre de 1 MW à partir des capacités d'effacement de ces deux collectivités. Donc, c'est le projet sur lequel on est en train de travailler avec RTE, donc l'IFPEB et le GIMELEC, et qui devrait être en ligne et disponible d'ici au printemps pour favoriser la mise en relation des agrégateurs et opérateurs d'une part et des collectivités d'autre part. Et donc, nous, en tant que programme acté, on garantit dans ce projet que les collectivités puissent avoir accès à ce type de plateforme gratuitement et donc qu'elles puissent bénéficier entièrement de la dynamique effacement tertiaire qui est en train de se mettre en œuvre aujourd'hui à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Alors, question sur la durée des effacements. La durée des effacements est cadrée dans la plupart des offres qu'ont pu nous présenter des opérateurs d'effacement. Elle était toujours cadrée. Elle était cadrée à la fois en plage horaire sur lesquelles les opérateurs pouvaient opérer un effacement et elle était aussi cadrée en durée. Donc, par exemple, minimum 30 minutes, maximum 2 heures. Et elle pouvait éventuellement aussi être cadrée en nombre de jours à l'année où les opérateurs avaient le droit de faire cet effacement, qui dépend du nombre de jours de tension sur le réseau électrique, mais en ordre de grandeur, de toute façon, c'est une trentaine de jours de tension sur le réseau électrique maximal au cours d'un hiver. Donc, elle est cadrée donc, à la fois sur la durée, sur les plages horaires et sur les jours où elle peut être activée. Donc, évidemment, c'est selon les offres. La durée de préavis. Oui, tout à fait. Normalement, donc, dans les offres que peuvent proposer des opérateurs et agrégateurs, la durée de préavis, elle aussi, est cadrée. Donc voilà, ça clôture un petit peu cette phase de présentation des outils. Donc, si vous avez des questions, c'est tout à fait le moment et j'en vois déjà apparaître dans le chat. Alors, où peut-on récupérer le support de présentation, notamment celui du 7 décembre? Celui du 7 décembre, la vidéo du webinaire du 7 décembre a déjà été mise en ligne dans la page actualité du site de la FNCCR. On va ajouter sur la page FACT du site internet où vous pouvez déjà récupérer les autres documents. On va ajouter à la fois les supports de présentation du 7 décembre, donc pour celles et ceux qui étaient présents le 7 décembre, les supports de présentation concernaient en fait différents acteurs de la flexibilité qui sont venus nous parler le 7 décembre. Et on va aussi évidemment ajouter le support de présentation d'aujourd'hui pour que vous ayez toutes les informations. Donc, l'accès à GoFlex, ce qu'on vous propose, c'est pour les collectivités qui sont intéressées par l'appel à projet FACT et qui souhaitent se lancer dans une démarche d'effacement, c'est de se joindre à notre groupe de travail effacement et que l'on vous donne l'accès à l'outil GoFlex tel qu'il est actuellement, tel qu'il a été travaillé par l'IFPEB pour que vous puissiez commencer à travailler sur ce type de questions. Je vois une question dans les mains levées de Grégoire Tonnier. Oui, bonjour, donc Grégoire Tonnier, merci de laisser la parole. Donc, je travaille pour Aura2E,
l'Agence régionale de l'énergie et de l'environnement en région Auvergne-Rhône-Alpes. J'avais l'impression que dans tous les outils, tout ce qui a été présenté, ça cible davantage le deuxième cas de contractualisation avec les agrégateurs, puisqu'on parle de préavis, puisqu'on parle de gros bâtiments, puisqu'on parle de mise en relation, etc. Donc j'ai l'impression que tout ça, l'essentiel de ce qui a été présenté et donc peut-être l'essentiel du programme EFACT se concentre sur ce deuxième cas. Donc je voulais savoir si c'est bien le cas et est-ce qu'il n'y a pas une opportunité quand même de réfléchir dans le cadre du groupe de travail au développement du premier cas qui semble être diffus mais qui, comme il a été rappelé dans les présentations, semble pertinent de développer comme une pratique de maîtrise de l'énergie au long cours, puisqu'on peut tout à fait l'imaginer pour l'hiver, mais également pour l'été, avec la climatisation. Bah, complètement. Merci beaucoup pour la question. Donc, pour y répondre sur le premier aspect déjà, est-ce que finalement il y a un focus sur le deuxième cas, donc de contractualisation avec des agrégateurs, avec la création de lots de puissance assez importante? En fait, dans ces outils ils sont faits pour s'adapter un peu aux différentes situations. Donc, l'outil GoFlex, effectivement, il a une focalisation qui est plus vers le second cas. Cependant, en fait, il peut tout à fait être utilisé pour un cas d'une puissance plus faible. Il n'est pas du tout limitatif en termes de seuil de puissance. On peut tout à fait l'utiliser pour des puissances plus faibles. C'est juste que éventuellement, pour des puissances plus faibles, l'évaluation peut être, entre guillemets, plus facile et on n'aura pas forcément besoin d'un outil, entre guillemets, aussi performant pour la faire. Mais cependant, lorsqu'on en a besoin, il est tout à fait adapté aussi pour ce type de situation. Donc, il y a la question de la durée du préavis. On n'est pas obligé de la remplir dans l'outil GoFlex et il peut s'adapter à une autre situation. Pour ce qui est du simulateur en ligne que je vous ai présenté, qui permettra de simuler si un bâtiment est oui ou non intéressant, lui, pour le coup, il sera vraiment axé sur l'aspect valorisation économique par des agrégateurs et opérateurs. Donc, lui, il sera plus axé là-dessus, effectivement. Et pour ce qui est du premier outil de criblage, là aussi, il va vous permettre d'aller cibler les sites les plus importants. Pour autant, notre but, ce n'est pas du tout de décourager le travail sur ce premier cas, donc pour du plus petit tertiaire et des plus faibles puissances. Au contraire, on pense qu'il y a un énorme potentiel à aller essayer d'exploiter ce type d'effacement. Et comme vous allez le voir là dans la dernière partie, dans la présentation de la APF Act, on a fait en sorte que nos financements sur l'appel à projet puissent s'adapter à différentes situations. Donc, à la fois des situations où la collectivité répondante ou les collectivités répondantes ont un parc assez important pour leur permettre d'identifier des gros bâtiments sur lesquels il y a beaucoup de flexibilité qui peut être mise en œuvre, mais aussi des collectivités qui ont des bâtiments de taille moins importante, mais qui veulent développer cette stratégie de flexibilité et d'effacement qui, comme vous le disiez, permet des économies d'énergie vraiment intéressantes et de toute façon à développer. Donc, les financements vont vous permettre de s'adapter aux deux, comme vous allez le voir. Et nous, notre but, c'est d'essayer de travailler sur les deux en même temps. Est-ce qu'il y a une obligation de répondre à l'AAP pour avoir accès à GoFlex? Pour l'instant, ce qu'on vous propose, c'est, si vous êtes intéressé, d'éventuellement, si vous le souhaitez, rejoindre le groupe de travail pour y avoir accès. Et ensuite, éventuellement, on diffusera l'outil GoFlex à toutes les personnes intéressées. Donc, si je laisse encore 2 minutes s'il y a d'autres questions là-dessus, avant de passer à la présentation des financements EFACT pour vous accompagner financièrement là-dessus si vous souhaitez vous lancer dans la démarche. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer sur les financements EFACT. Donc, l'AAP EFACT, en fait, il est fait vraiment pour vous aider à vous lancer dans cette démarche d'effacement si vous souhaitez mettre en œuvre ce type de stratégie. Et parce qu'on pense que ce type de stratégie constitue vraiment une grosse opportunité à l'avenir pour les collectivités et on pense que de toute façon, elles seront nécessaires à mettre en œuvre pour sécuriser le réseau électrique et s'adapter à la production de renouvelables, que ce soit au niveau local avec les perspectives d'autoconsommation ou au niveau national pour la sécurisation du réseau électrique. Donc, sur l'AP EFACT, donc l'AP EFACT qui s'articule autour de 3 piliers, donc un financement sur le volet RH, donc le financement de temps dédié à l'effacement, un financement sur l'outillage et un financement sur les études pour travailler sur l'effacement, encore une fois, avec une enveloppe de 1,5 million d'euros pour aider les collectivités à se lancer dans la démarche. Donc, du point de vue du calendrier de la EFACT et des financements EFACT,
Ce qu'on propose, c'est d'abord une première phase actée 2 jusqu'au 30 décembre 2023. Donc, comme je l'avais dit en introduction, on est un peu limité par le fait que Acté 2 va se clôturer au 30 décembre 2023 et que Acté Plus, le nouveau volet du programme Acté, va prendre la suite. Et pour cela, on a imaginé un calendrier en 2 phases, avec une première phase jusqu'au 30 décembre 2023 et une deuxième phase sur Acté Plus, conditionnée pour les lauréats de la première phase au réexamen par le jury de leur dossier, qui leur permettra d'aller jusqu'en 2025. Donc, on va d'abord se concentrer sur cette première phase. Donc, du point de vue de la phase de candidature, donc, les candidatures sont ouvertes pour l'AAP FACT d'aujourd'hui, donc le 13 décembre 2023 le 13 décembre 2022, donc jusqu'au 15 mars 2023, qui est la date limite de candidature. Donc, les candidatures sont ouvertes sur toute cette période. Elles seront examinées au fil de l'eau sur une base de premier arrivé, premier servi. Donc, si l'enveloppe de 1,5 million d'euros est épuisée avant, on clôturera avant le 15 mars 2023 l'ouverture de l'appel à projet et la phase de candidature. Donc, ensuite aura lieu une phase de conventionnement des réceptions de la confirmation par le jury que vous êtes lauréat. Et ensuite aura lieu toute une première phase de financement jusqu'au 30 décembre 2023 où on financera à la fois donc, le lot RH, le lot outils et le lot études, comme je vais les présenter ensuite. Mais ce qui est important à retenir, c'est que donc, cette AAP est bien en 2 phases et que fin septembre 2023, les lauréats de la première phase, donc de la phase Acté 2, pourront faire une demande de réabondement et de prolongation sur Acté Plus pour avoir une période beaucoup plus longue de travail sur l'effacement et sur la flexibilité. Donc, ce sera bien fin septembre 2023 que ces demandes pourront être faites pour prolonger et réabonder votre enveloppe sur la deuxième période. Et donc, je vais présenter la deuxième période, justement, de financement. Cette deuxième période de financement sur Acté Plus, donc, si vous êtes lauréat sur la première période et que vous demandez prolongation et réabondement, vous pourrez avoir une période qui s'étendra de janvier 2024 à mars 2025 où vous bénéficierez de nouveaux financements Acté Plus pour vous accompagner sur la flexibilité et sur l'effacement. Donc, au total, si vous candidatez maintenant jusqu'au 15 mars 2023, vous pourrez avoir la première phase Acté 2 et la seconde phase Acté Plus qui vous permettront d'avoir plus de 2 ans pour mener à bien vos projets d'effacement et pour utiliser les financements pour l'effacement de consommation que l'on va vous proposer. Donc, juste un petit point de vigilance sur le calendrier. Toutes les candidatures se font bien donc, sur la première phase jusqu'au 30/12/2023, donc jusqu'à la fin d'Acté 2. Donc, dans le dossier de candidature qu'on va vous proposer, il faut bien proposer des candidatures jusqu'au 30 décembre 2023. Et c'est seulement en septembre 2023 que vous pourrez faire votre demande de prolongation et de réamendement. Donc, après ces points sur le calendrier, on peut passer à l'examen des différentes modalités de candidature. Donc, qui peut candidater donc, comme sur la plupart de nos appels à projets, ce sont donc les collectivités territoriales, les communes, les départements, les régions, les établissements publics locaux, notamment les syndicats d'énergie et les partenaires publics locaux des collectivités, comme les ALEC et les AREC. Donc, sur ce projet-ci, on a proposé que la mutualisation soit possible, mais pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on pense qu'elle peut être pertinente dans certains cas pour rassembler différents bâtiments et pour réfléchir à une stratégie d'effacement en trouvant une échelle pertinente d'action. Mais elle n'est pas obligatoire parce que, par exemple, pour des acteurs qui auraient déjà un nombre de bâtiments assez intéressants sur lesquels travailler, avec des gros bâtiments sur lesquels ils peuvent déjà travailler, cette mutualisation n'est pas du tout obligatoire. Donc, ça nous amène un peu à la seconde question, en fait, qui rejoint la question de Grégoire Tonnier tout à l'heure, qui est « Y a-t-il un seuil de puissance pour candidater ?» La réponse, c'est qu'il y a une recommandation de seuil de puissance pour essayer de favoriser les candidatures qui travaillent sur ces gros bâtiments qui permettront d'aller contractualiser et de tirer un modèle économique pérenne sur les gros bâtiments. Cependant, on ne décourage pas les candidatures qui auraient des bâtiments de puissance plus faibles parce qu'on pense que c'est intéressant aussi de travailler sur du tertiaire avec des puissances électriques souscrites plus faibles et qui est plus diffus là aussi, comme le rappelait Grégoire Tonnier tout à l'heure. Donc, on a une recommandation dans la candidature de présenter au moins 5 bâtiments d'une puissance souscrite supérieure à 100 kVA, ce qui permet de travailler sur du tertiaire de taille assez importante et avec des puissances qui pourront intéresser des opérateurs et des agrégateurs pour les pousser aussi à faire des offres sur de l'effacement tertiaire. Et donc, pour rappel, plus un bâtiment a une forte puissance souscrite, plus il sera facile de valoriser ces effacements pour un opérateur et d'en tirer une rémunération, même si, comme on le rappelle à chaque fois,
pour des bâtiments de puissance plus faible, on peut toujours faire des stratégies d'économie d'énergie, même sans rémunération fixe annuelle. Donc ça, c'était pour le seuil de puissance dans les candidatures. Si on passe maintenant à l'examen des différents lots de financement qu'on propose sur ce programme. Donc d'abord, un financement de ressources humaines pour l'effacement. Donc on a conscience que l'effacement n'est pas forcément une thématique qui est encore beaucoup abordée selon les collectivités. Il y en a de très pionnières sur cette question, d'autres qui ont moins travaillé la question ces dernières années. Donc ce lot ressources humaines, il permettra de financer soit un nouveau recrutement, soit la valorisation de temps interne. Donc, ça constitue une exception à la philosophie actée parce qu'on a conscience qu'il est très difficile de faire des recrutements sur des temps relativement courts et sur des thématiques aussi précises que celle-ci. Et donc, vous pourrez valoriser du temps interne si des personnes de vos services se dédient une partie de leur ETP à ce projet d'effacement sur lequel vous travaillez dans le cadre du programme acté. Et enfin, ce lot ressources humaines pourra aussi financer des missions d'AMO, donc le fait pour vous de prendre un assistant maîtrise d'ouvrage qui pourra vous aider sur différents aspects du projet d'effacement, donc que ce soit le repérage des sites les plus intéressants, les évaluations des sites, par exemple avec les indicateurs GoFlex, ou ensuite, dans une perspective plus long terme, aller discuter avec les opérateurs, monter des offres d'effacement et trouver les bons montages contractuels et juridiques. Donc, le plafond de cette rémunération-ci pour le lot ressources humaines est de 26 000 € par groupement pour jusqu'au 30 décembre 2023, rappelons-le. Il y aura ensuite la phase actée plus où vous pourrez demander un réabondement et d'autres financements pour toute la partie 2024-2025. Mais pour cette phase jusqu'à fin 2023, c'est 26 000 € par groupement pour environ 9 mois de travail à un taux de financement de 50%. Donc, voilà sur le lot ressources humaines. Si on passe ensuite au lot outillage, et donc s'outiller pour une démarche d'effacement, donc ce lot-là va permettre de financer de l'outillage pour un projet d'effacement, donc avec des logiciels de suivi de consommation, des équipements de mesure et de télérelève, des équipements d'affichage des consommations et des équipements permettant de connecter des GTB existantes à un protocole Internet afin de centraliser les données. Donc là aussi, c'est pour vous accompagner sur vos projets d'effacement. Donc, si vous avez des besoins en termes de financement d'outils, ce lot-là est là pour ça. Le plafond est de 10 000 € là aussi jusqu'au 30 décembre 2023. Il pourra y avoir des réabondements sur Acté+. Et on précise malheureusement qu'il n'est pas possible de financer l'achat de GTB, GTC, puisque ça fait partie des doctrines du programme sur lesquelles on ne peut pas bouger, qu'il n'est pas possible pour nous, en tant que programme C2E, de financer les GTB et GTC, étant donné qu'il existe d'autres financements dans les C2E de financement de GTB et de GTC. Le taux de financement est de 50% sur ce lot-ci. Je vais passer au dernier lot et ensuite je vais prendre les différentes questions dans le chat, éventuellement en revenant sur chaque lot. Donc sur le lot 3, donc un lot ressources humaines, un lot outillage et un lot 3, audit et diagnostic des capacités d'effacement, donc qui permet de mener des études de vos capacités d'effacement pour mieux comprendre votre potentiel d'effacement et ce que vous pourriez mettre en œuvre comme stratégie d'effacement électrique. Donc, il va y avoir du financement pour des audits d'effacement électrique. Donc, ces audits, c'est des types d'audits un peu particuliers qui ont déjà été développés par plusieurs bureaux d'études. On est en train de finaliser un cahier des charges type de ces audits d'effacement électrique qui va être publié début janvier sur notre site Internet et qui va permettre, lorsque vous faites des audits d'effacement électrique, d'un peu cadrer cette prestation et d'avoir une bonne idée de ce qui est attendu dans la prestation d'audit pour un bâtiment donné, pour savoir à quel point est-ce que ce bâtiment peut être intéressant pour faire de l'effacement de consommation. Il sera aussi possible, puisqu'on ne veut surtout pas repartir de zéro lorsqu'on a des bâtiments qui ont déjà été audités, et ça n'aurait pas de sens de faire des audits qui repartent de zéro si vous avez déjà un audit énergétique sur un bâtiment. Il y aura une possibilité de faire valoriser un audit énergétique existant par un bureau d'études sous l'angle de l'effacement électrique, et donc de financer cette prestation dans le cadre du programme acté. Donc, si on résume sur le plan des études, en fait, vous aurez la possibilité soit de faire financer votre audit sur un bâtiment donné, soit de faire financer la relecture de votre audit énergétique et, entre guillemets, une petite prestation en plus de l'audit énergétique pour travailler sur l'effacement. Et vous pourrez aussi, avec le lot 1 ressources humaines, travailler grâce à l'outil GoFlex, à l'évaluation vous-même de vos bâtiments tertiaires sur l'effacement électrique. Donc, le plafond est de 3 000 € par étude, qui permet de couvrir assez largement les audits d'effacement électrique tels qu'on a échangé avec les bureaux d'études actuellement.
et de 75 000 € par groupement. Donc, si vous candidatez seul, ce sera 75 000 € pour la candidature seule, avec un taux de financement maximal de 50%, comme sur la plupart des lots de nos appels à projets. Donc, avant de passer à ces dernières présentations sur comment candidater, je vais prendre les questions qui sont dans le chat, qui ont déjà été posées sur les différents lots, notamment. Donc, quid de la mise à jour de GTB existante? Donc, c'est une bonne question sur laquelle il faut qu'on travaille pour voir, selon les guidelines qu'on a dans le programme acté sur le financement de GTB, GTC, si ce type de prestation pourrait ou non être pris en charge dans ce programme-ci d'effacement électrique. On a conscience que ça pourrait être vraiment intéressant. Il faut qu'on travaille là-dessus pour savoir si ce serait oui ou non autorisé par notre jury, puisque à ce stade, ça ne dépend plus de nous. Et tout à fait d'accord avec vous sur le fait que les GTB actuels sont peu adaptés et nécessitent le plus souvent une mise à jour. Et c'est pour ça qu'on est d'accord sur le fait que ce type de prestation pourrait être intéressante. Alors, un candidat FACT ou groupement doit être propriétaire de ses bâtiments. De manière générale, oui. Mais cependant, sur d'autres AAP, on a pu constater des situations un peu plus complexes où ça pouvait éventuellement être autorisé, où il pouvait éventuellement être autorisé que la collectivité qui candidate ne soit pas propriétaire sous des conditions très particulières. Donc, à voir selon des cas particuliers à examiner au cas par cas, mais de manière générale, oui. C'est plutôt des situations où les collectivités qui candidatent sont propriétaires. Dans les autres questions dans le chat, donc, est-ce qu'on a un ordre de grandeur de la rémunération? Est-ce que c'est un forfait ou un prorata au conso durée d'arrêt? Donc, sur cet ordre de grandeur, en fait, ça dépend des offres que peuvent formuler les opérateurs et agrégateurs d'effacement. En termes d'ordre de grandeur, nous, ce qu'on a pu voir, c'est des ordres de grandeur, par exemple, de 3 000 € fixes par an pour 100 kW effaçables, mais avec en plus les économies d'énergie et donc les économies financières que vous réalisez sur votre facture, plus l'installation gratuite du boîtier qui permet de contrôler vos usages. Et avec, il me semble, dans ce type d'offre, les opérateurs proposaient aussi des plateformes de visualisation de votre consommation d'énergie. Donc voilà, c'est le type d'offre qu'on a pu voir passer en termes d'ordre de grandeur. Après, c'est à voir au cas par cas avec des opérateurs qui peuvent, selon les cas, formuler des offres plus ou moins intéressantes pour les effacements de consommation. Pour le 100 kVA pour chaque bâtiment, pour la somme des 5 bâtiments, c'était pour, donc ce serait 5 bâtiments avec chacun au moins 100 kVA. Donc encore une fois, c'est un seuil indicatif, ce n'est pas un seuil obligatoire. Donc c'est selon les possibilités que vous avez, mais c'est pour donner une idée de si vous avez déjà ça, en fait, vous êtes presque déjà prêt pour intéresser des opérateurs et agrégateurs d'effacement dans votre offre. Donc c'est pour donner cet ordre de grandeur-là. Est-il possible d'étudier l'effacement sur un grand nombre de bâtiments en masse? Alors oui, en fait, nous, on incite à faire des campagnes d'audit le plus large possible. Après, si la question est plutôt est-ce que c'est possible au sens, est-ce qu'il est possible de faire entre guillemets un gros audit qui inclut tous les bâtiments d'un coup, du point de vue technique, nous, les discussions qu'on avait eues avec des bureaux d'études étaient plutôt centrées sur des audits qui s'intéressent à un bâtiment à la fois, mais qui peuvent inclure plusieurs bâtiments dans la stratégie d'audit. Donc, a priori, moi, je n'ai pas connaissance de stratégie pour étudier de manière mutualisée, par exemple, tous les bâtiments d'un secteur. Peut-être que ça existe, si c'est le cas, je n'en ai pas connaissance. Et sinon, par contre, on incite à faire des campagnes d'audit assez larges. C'est pour ça que nos financements sont plus importants sur ce lot d'études et d'audits. Et par ailleurs, les prix qui ont été indiqués, le financement qui a été indiqué comme plafond pour le financement d'une étude, le plafond par étude, en fait, il va être au-dessus du prix dégressif si vous faites beaucoup d'audits. Enfin, plus vous faites d'audits, évidemment, moins les tarifs seront élevés, donc plus les financements seront intéressants pour ça. Y aura-t-il d'autres AAP de ce type dans les mois et les années à venir pour ceux qui manquent la date du mois de mars? En fait, on vous incite à candidater si vous le pouvez avant le mois de mars, quitte à ce que votre candidature ne soit pas encore entièrement mature et que vous n'ayez pas encore entièrement réfléchi à ces questions de bout en bout. On va voir un peu selon le nombre de candidatures qu'on a, si l'AAP est entre guillemets très ouvert, c'est-à-dire si même des candidatures relativement peu matures comme celle-ci pourrait être intéressante. Sinon, du point de vue de la phase actée plus du projet, ce qui est prévu actuellement, ce serait que
ce soit les lauréats de la phase actée 2, qui est une prolongation et un réabondement sur la phase actée plus. Cependant, à terme, et sous réserve qu'on travaille là-dessus dans la première phase actée 2, il pourrait éventuellement être possible que des collectivités qui n'aient pas candidaté à la phase actée 2 puissent candidater sur la phase actée plus, mais ce serait seulement sous réserve que l'enveloppe actée 2 que l'enveloppe actée plus ne soit pas déjà épuisée par les demandes de prolongation et réabondement des candidats qui auraient déjà candidaté sur actée 2. Donc le message finalement, il est assez simple, c'est si vous candidatez maintenant, vous avez toutes les chances d'avoir des financements sur les deux phases, actée 2 et actée plus, c'est même presque garanti. Mais si vous candidatez plus tard, il n'est déjà pas entièrement sûr que les candidatures soient ouvertes pour la phase actée plus et vous serez moins privilégié par rapport aux personnes qui auraient déjà candidaté et obtenu les financements sur la phase actée 2. Voilà, donc ça répond à l'autre question sur la phase actée plus. Donc vraiment, c'est soumis à condition selon le nombre de candidatures qu'on aura déjà sur la phase actée 2. Donc cette phase actée plus, elle sera ouverte à d'autres candidatures seulement si on n'a pas eu déjà de très nombreuses demandes de réabondement et prolongation sur la phase actée plus à partir des candidats actée 2. Alors, candidater à l'AP pour mars 2023, mise en place d'effacement pour l'hiver 2023. Donc, l'idée, c'est, nous, ces financements, ils sont là pour vous accompagner, pour lancer cette démarche d'effacement et pour, selon vos possibilités, aller le plus vite possible sur cette démarche d'effacement. Donc, évidemment, selon les possibilités qu'ont chacune des collectivités qui peuvent candidater. Donc, si vous candidatez d'ici mars 2023, l'idée, effectivement, ce serait de mettre en place des effacements pour l'hiver 2023-2024 plutôt. Donc, pour l'hiver 2022-2023, ça nous semblerait très, très ambitieux comme timing. Donc, pour les collectivités qui sont déjà les plus avancées, évidemment, il peut déjà y avoir des choses qui sont faites sur cet hiver pour sécuriser le réseau électrique cet hiver. Sinon, ces financements, ils serviront quand même plus pour l'hiver 2023-2024 et pour la phase actée plus pour l'hiver 2024-2025 pour les collectivités qui ont eu le temps de se mettre en ordre de bataille d'ici là. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à effacer les recharges sur les heures de pointe pour le véhicule to grid? Alors, oui, tout à fait. Nous, on a pu en discuter notamment. Alors, je ne sais pas si vous étiez présent lors du webinaire le 7 décembre, la semaine dernière, où on avait différents retours d'expérience d'effacement, notamment dans le secteur privé. On a pu avoir des retours d'expérience avec des effacements sur des bornes de recharge sur les heures de pointe. Les retours d'expérience qu'on avait, c'était que les bornes de recharge pouvaient servir de moyen d'effacement assez intéressant. Donc là-dessus, je ne suis pas plus que ça expert de cette question du véhicule to grid. Donc je pense que le mieux, c'est que éventuellement, si vous êtes intéressé par ça, je peux vous mettre en contact avec des personnes qui ont plus travaillé là-dessus sur ce type d'effacement. Après, pour l'instant, ce n'est pas forcément une question qu'on a identifiée comme prioritaire à court terme, mais effectivement, c'est tout à fait une question qui va se poser et donc sur laquelle on compte travailler à moyen terme sur cette question de l'effacement dans les bâtiments. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions tout de suite dans le chat, pardon. Alors, l'effacement via l'utilisation de groupes électrogènes fonctionnant avec des énergies fossiles est-il éligible, ce qui poserait débat? Tout à fait. Donc, les effacements dits gris, donc avec des groupes électrogènes aux fossiles qui fonctionneraient pour éviter de prendre de l'électricité sur le réseau électrique, mais qui du coup émettraient beaucoup de gaz à effet de serre, ne sont pas du tout ce qu'on cherche à favoriser dans cet appel à projet. Donc, on ne l'a pas mis comme condition obligatoire discriminante dans les candidatures. Par contre, on va examiner les candidatures au cas par cas. Et si votre projet d'effacement est centré sur des effacements gris, donc basés sur des groupes électrogènes fonctionnant en fossiles, votre candidature ne sera pas du tout privilégiée par rapport à d'autres candidatures qui travaillent sur un effacement entre guillemets vert, c'est-à-dire vraiment le fait de couper sa consommation et non pas juste de la faire basculer sur un groupe électrogène fossile. Donc, ce sera tout à fait discriminant dans la phase de candidature. Et dans le suivi des candidatures dans le cadre du financement des projets, on va aussi s'assurer que ce ne sont pas des effacements gris sur lesquels travaillent les collectivités avec lesquelles on souhaite travailler, puisque ce n'est pas du tout la démarche en laquelle on croit dans le cadre de cette AAP. Alors, je vais profiter du fait qu'il n'y a plus de questions qui arrivent dans le chat tout de suite pour vous montrer les deux dernières slides sur les candidatures. Et ensuite, on pourra continuer à prendre des questions, puisqu'il nous reste encore un petit peu de temps. Donc, comment candidater à l'appel à projet? Donc, 3 documents à remplir pour candidater d'ici au 15 mars. Donc, 3 documents assez simples à remplir.
le cadre de projet qui vous pose différentes questions sur votre projet et sur la collectivité qui candidate. Donc, comme pour différentes autres AAP, si vous avez déjà candidaté sur le programme Acté, l'annexe financière qui permet pour vous de formuler vos souhaits en termes de rémunération, en termes de financement acté pour votre projet d'effacement électrique sur les différents lots, le lot ressources humaines, le lot outils et le lot études, avec les plafonds qu'on a dit qui s'afficheront dans cette annexe financière. Et enfin, un document d'annexe avec 3 petites annexes. Une annexe calendrier qui permet pour vous d'expliciter un peu le calendrier que vous auriez en tête pour ce projet. Donc, quand est-ce que vous pourriez envisager de lancer les études, quand est-ce qu'une personne de votre service, si elle est financée sur le lot ressources humaines, commencera à travailler sur le projet, quand est-ce que vous pourriez acquérir ces outils, quels outils vous auriez en tête. Une liste de bâtiments préciblés. Donc, l'idée, c'est de vous inciter en fait à réfléchir dans la phase de candidature sur quel bâtiment vous pourriez souhaiter travailler. Donc, ce n'est pas discriminant, mais c'est un document à titre informatif qui nous servira à examiner les candidatures, d'avoir une idée de à quel point est-ce que vous avez réfléchi à cette question de quel bâtiment vous pourriez cibler, quel type de bâtiment, quelles sont leurs puissances, à quel point est-ce qu'ils pourraient être facilement effaçables. Donc, c'est ce document annexe. Et finalement, en dernière annexe, une liste des outils que vous souhaitez demander et à chaque fois une petite justification sur leur utilité dans la démarche d'effacement. Le but de cette troisième petite annexe, c'est d'éviter que ces outils soient demandés de manière très générique et qu'ils vous servent de manière plus générique dans vos démarches d'efficacité énergétique, puisque le but de ces financements, c'est bien d'aller directement sur un projet d'effacement. Ils sont vraiment fléchés là-dessus. Donc, c'est pour vous pousser à expliciter en quoi est-ce que ces différents équipements seraient utiles spécifiquement pour votre projet d'effacement. Donc voilà les différents documents à remplir. Donc évidemment, les différentes personnes du programme Acté sont là pour vous accompagner dans cette phase de candidature. Donc vous pouvez à la fois me contacter moi, je remettrai mon mail à la fin des slides et vos référents régionaux pour monter votre dossier de candidature. Donc évidemment, on est tout à fait disponible pour discuter dans la phase candidature et pour vous aider à monter ce projet et que votre dossier ait le plus de chances possible de passer devant le jury et d'obtenir des financements, puisque notre but, c'est que ces financements soient reversés le plus vite possible aux collectivités pour vous accompagner dans des projets d'effacement électrique. Alors, un dernier point sur le calendrier des candidatures, juste pour bien le rappeler, même si j'ai déjà fait une slide là-dessus. Donc, pour rappel, donc, il y a 2 phases. La phase Acté 2, du 13 décembre 2022 au 30 décembre 2023, donc plus d'1 an, avec des candidatures avant le 15 mars 2023, qui est la date limite. Donc, attention, point de vigilance, premier arrivé, premier servi. Donc, la date limite peut être avancée si l'enveloppe était épuisée avant. C'est arrivé sur d'autres AAP, on verra comment les candidatures évoluent et on vous tiendra au courant dans les prochains mois de l'évolution des candidatures. Les dossiers seront examinés au fil des envois par le jury. Et la deuxième phase, la phase Acté+, qui aura lieu sur toute l'année 2024 et jusqu'à mars 2025. Et les dossiers déjà lauréats sur la phase Acté 2 pourront faire une demande de prolongation et réabondement fin septembre 2023 pour passer sur la phase Acté+. Donc au total, plus de 2 ans et demi de projet pour les dossiers qui candidatent avant le 15 mars 2023. Donc j'ai fini cette présentation et je suis tout à fait ouvert pour toutes les questions possibles puisqu'il nous reste un peu de temps pour discuter des différents aspects de la présentation, que ce soit les financements FACT, si vous avez des questions sur comment candidater, les délais de candidature, etc., ou sur la partie plus générale sur l'effacement dont on a parlé avant. Donc, je vois une première question dans le chat. Au-delà de l'action sur le chauffage, ventilation et autres, est-ce que l'AAP peut porter sur des actions sur les recharges du parc de véhicules hébergés dans un bâtiment? Donc, c'est vrai que ça fait aussi écho à l'autre question sur les bornes de recharge. Donc, si c'est donc, oui, tout à fait. Nous, on est ouvert à tous les usages. Hein. L'AAP va porter sur des effacements qui peuvent porter sur tous les usages électriques des bâtiments. Après, effectivement, ce n'est pas forcément un sujet qu'on avait identifié comme prioritaire. Je vois déjà donc 2 retours là dans le chat. Donc, on peut continuer à y réfléchir pour voir comment est-ce qu'on pourrait vous accompagner aussi au mieux dans les financements là-dessus. Mais donc, merci pour ces retours. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, effectivement, le 10% pompage, c'était dans l'étude de l'ADEME de 2017, dont j'avais montré le graphique en début de présentation. Donc, en fait, ce 10%, il est vraiment global sur tout le parc qu'ils avaient examiné. Donc, a priori, c'est pour des usages qui auraient des pompes et qui auraient du pompage. Donc, ça ne s'applique pas du tout nécessairement à tous les bâtiments tertiaires. En fait, c'est à voir au cas par cas selon les bâtiments que vous avez
si vous avez ce type d'usage, a priori, ce n'est pas forcément les usages les plus communs. Et il était vraiment sur le global de l'étude qu'avait fait l'ADEME. Alors, il y a plein de questions qui sont sorties d'un coup. Alors, l'enregistrement sera mis en ligne. Oui, bien sûr, il sera mis tout à fait en ligne sur notre site internet avec le support de présentation. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de chauffage. C'est notamment parce que c'est un des usages les plus énergivores en termes d'électricité et donc les plus intéressants sur lesquels travailler en termes d'effacement. Les autres usages sur lesquels on peut travailler dans des bâtiments, comme vous citez, donc par exemple dans des écoles, bibliothèques, équipements sportifs, ça peut être des usages comme la ventilation. Donc, on peut travailler en fait en effacement sur la ventilation. On a toujours en tête le fait que la ventilation, c'est un usage régulé. Donc, il y a des normes de ventilation, donc des normes sanitaires là-dessus. Donc, on peut travailler sur l'effacement de ventilation en gardant en tête ces normes. Donc, il y a quand même un tunnel sur lequel on peut travailler pour essayer d'éviter qu'on soit surventilé par rapport aux normes demandées. Donc, on peut faire notamment baisser la ventilation juste aux normes pendant une période courte, pendant l'effacement de consommation. Sur les autres usages, on peut aussi travailler sur l'éclairage. Donc, on peut diminuer l'éclairage si on a de l'éclairage dont on peut adapter la puissance. On peut aussi couper certains éclairages si on a des éclairages qui ne sont pas nécessaires pendant les effacements de consommation. Évidemment, le but n'est pas de couper tous les éclairages d'un bâtiment si on a des éclairages qui sont nécessaires pendant l'effacement de consommation. Mais donc, on peut aussi travailler sur cet usage éclairage en plus du chauffage, ventilation, climatisation. Donc, c'est notamment sur ces usages-là qu'on peut travailler dans un bâtiment tertiaire. Après, il y a d'autres usages. Donc, par exemple, on citait des bornes de recharge, ce type de choses, des prises courant, on peut aussi travailler là-dessus. Donc, il y a vraiment différentes choses qui peuvent être mises en œuvre sur un bâtiment tertiaire. Alors, l'autoconsommation photovoltaïque est-elle concernée dans l'AAP? Donc, l'autoconsommation photovoltaïque, a priori, c'est quelque chose qui peut nous intéresser dans l'appel à projet, puisque ça constituerait effectivement une forme d'effacement par rapport au réseau électrique, donc une forme de sécurisation du réseau électrique. Là aussi, ce n'est pas forcément des cas qu'on avait identifiés comme prioritaires, donc je vous invite à nous contacter là-dessus pour éventuellement en discuter un peu plus et comprendre un peu mieux votre projet et comment est-ce que vous souhaitez articuler votre démarche d'autoconsommation et votre démarche d'effacement pour comprendre si ça peut vraiment rentrer dans le champ de l'AAP. Tout à fait. Y aura-t-il des réflexions sur les unités de stockage d'énergie dans le groupe de travail pour mieux identifier les potentiels liés notamment à des productions ENR en autoconso? C'est complètement des choses sur lesquelles on peut travailler dans le groupe de travail pour lier mieux les questions d'effacement et d'autoconsommation. Là aussi, on comprend que c'est des questions qui sont vraiment importantes pour différents acteurs. Donc, nous, ça nous intéresse de pouvoir aussi travailler sur ce type de questions dans le cadre du groupe de travail. Ouais, donc sur les rémunérations proposées aujourd'hui par les opérateurs d'effacement du marché aujourd'hui, donc comme effectivement, il n'y a pas d'autres questions tout de suite. Donc on avait vu qu'il y avait un peu deux cas. Dans un premier cas, ce n'est pas une rémunération fixe annuelle, c'est vraiment les économies d'énergie qui génèrent des économies financières qui sont le focus. Et dans le deuxième cas, c'est donc des plus gros bâtiments tertiaires où on fait des lots. Et là, le retour d'opérateurs qu'on a eu, c'est que la rémunération peut s'élever à 3 000 € fixes à l'année pour une puissance effaçable de 100 kW, avec des effacements les jours de forte tension sur le réseau électrique pour des plages bien définies à la journée. Et cette rémunération, elle peut être variable, elle peut être plus élevée selon les offres d'opérateurs, elle peut être moins élevée éventuellement, mais c'est vraiment l'ordre de grandeur qu'on a pu avoir. Et par contre, la dynamique qu'on sent, nous, chez les opérateurs, c'est qu'il y a de plus en plus d'offres qui vont porter sur le secteur tertiaire. Et donc, on espère que ce type d'offre va être de plus en plus intéressante, c'est-à-dire que la rémunération puisse être plus élevée qu'elle n'est aujourd'hui. Et il faut aussi retenir que dans ce type d'offre, on a toujours l'aspect économie d'énergie qui est impliqué par l'offre, puisque ces effacements de consommation qui sont générés automatiquement par les signaux envoyés par l'opérateur, ils diminuent la consommation d'énergie pendant les pics de consommation, et donc ils génèrent des économies d'énergie et donc des économies financières. Et par ailleurs, il y a l'aspect, l'opérateur installe un boîtier qui vous permet à la fois de piloter vos équipements et d'en suivre la consommation, ce qui peut aussi être éventuellement intéressant. Et les offres des opérateurs sont toujours couvertes sous le fait que l'opérateur le fait gratuitement. Donc, ce boîtier est installé gratuitement.
Alors, sur le fonctionnement du calcul de l'effacement. Alors, malheureusement, on n'a pas d'autres publications à ce jour là-dessus. Après, moi, je serais très heureux d'en discuter si vous souhaitez en discuter plus. Je peux aussi vous orienter éventuellement vers des interlocuteurs qui seraient plus experts que moi sur le calcul des rémunérations d'effacement. Mais c'est aussi des choses dont on peut tout à fait discuter. Malheureusement, on n'a pas d'autres publications plus détaillées que ce guide actuellement sur le calcul des rémunérations. Alors, 3 000 euros. Alors, je ne suis pas sûr d'entièrement comprendre la question. Pardon, si c'est sur la question sur les 100 kilowatts. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Vous avez évoqué pour un contrat de 100 kilowatts, est-ce qu'on parle d'un bâtiment qui a un contrat d'approvisionnement de 100 kilowatts et donc avec un potentiel d'effacement moindre parce qu'il ne va pas s'enlever complètement du réseau à un instant T, ou est-ce qu'on parle pour les 3 000 euros d'un effacement contractualisé avec l'agrégateur de 100 kilowatts et donc d'une consommation sans doute supérieure, mais c'est la capacité d'effacement qui serait de 100 kilowatts. Oui, tout à fait. Donc, en ordre de grandeur, nous, le retour qu'on a eu des opérateurs, c'est que c'est plutôt pour un effacement contractualisé de 100 kilowatts. Donc, où effectivement, je vous rejoins tout à fait là-dessus, la consommation serait supérieure à 100 kilowatts. Enfin, la puissance souscrite serait supérieure à 100 kilowatts. Par contre, encore une fois, ça reste un ordre de grandeur. Donc, nous, on n'a pas pu sonder tous les opérateurs d'effacement. Et c'est un travail qu'on est en train de faire actuellement, d'avoir plus de retours de leur part là-dessus. Et ce qu'on espère, c'est pouvoir trouver les offres les plus intéressantes possibles pour les collectivités. Donc, encore une fois, c'est l'ordre de grandeur et on espère pouvoir trouver encore mieux que ce type d'offre qu'on a déjà trouvé. Alors là aussi, sur l'installation d'un boîtier gratuitement, est-ce qu'il y a un engagement dans le temps pour la collectivité qui installe ce boîtier? En fait, c'est à regarder au cas par cas avec les opérateurs et les offres qu'ils proposent. En fait, comme je vois beaucoup de questions sur les offres des opérateurs, je pense qu'on a bien conscience de notre côté que c'est un des points les plus importants pour se lancer dans cette démarche, c'est à quel point est-ce qu'on peut trouver cette rémunération à la fin. Ce qu'on peut faire, c'est aussi essayer de rassembler un peu plus d'offres d'opérateurs pour vous les présenter dans un document synthétique et éventuellement, dès maintenant, en fait, commencer à vous mettre en contact avec des opérateurs et agrégateurs pour que vous ayez des retours plus directs. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que sur ce type d'installation, en général, il y a effectivement un engagement dans le temps, mais que la collectivité, si elle souhaitait se séparer du boîtier, pourrait tout simplement résilier ce type d'offre auprès des opérateurs après une période d'engagement. Donc, il faut vraiment regarder au cas par cas avec les différents opérateurs. Ce type de cas d'installation de boîtier gratuitement avec des économies d'énergie, c'est vraiment une situation type Voltalis, si vous connaissez cet opérateur-là, qui travaille aussi en fait beaucoup dans le résidentiel privé, donc il peut vraiment installer ça aussi chez des particuliers. Donc n'hésitez pas à aller voir, pas du tout pour faire de la promo, hein. Nous, on n'est pas du tout là pour avantager tel ou tel opérateur ou agrégateur, mais c'est un des cas typiques. Donc, si vous voulez vous renseigner sur ce type d'agrégateur qui propose des boîtiers, vous pouvez notamment aller voir celui-ci ou d'autres qui proposent des boîtiers similaires d'effacement de consommation. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Je vous propose d'attendre encore 2 minutes pour voir si jamais il y a des dernières questions et de sinon clôturer le webinaire. Oui, Paul, le Malenfant du SDE22. Oui, non, j'avais une question par rapport à l'appel d'offres relancé par RTE aussi, concernant quelle est la distinction aussi, parce que j'ai vu que pour 2023, c'était trop tard, mais pour 2024, il y avait des possibilités. Mais est-ce que c'est directement les sites raccordés sur le réseau de transport et pas sur le réseau de distribution? Est-ce que ça fait, par exemple, si on
Si on part avec des agrégateurs, ça rentre en fait dans ce système-là. Et quid voilà, de notre participation ou pas éventuelle. J'avais sollicité RTE et je n'ai pas eu trop de retours là-dessus. D'accord, ouais, tout à fait. Bah, en fait, sur le mécanisme de RTE, donc ce qui se passe en général, c'est que donc les appels d'offres d'effacement que mène RTE sont ouverts effectivement à des sites qui auraient des grosses capacités d'effacement ou à des agrégateurs et opérateurs qui agrègent des sites qui ont des plus petites capacités d'effacement. Donc, en fait, en général, ce qui se passe pour des sites tertiaires, c'est qu'ils sont agrégés par les agrégateurs et qu'ensuite, ce sont eux qui postulent à l'appel d'offres d'effacement de RTE et vont se rémunérer auprès de cet appel d'offres. Donc, ils agissent vraiment comme intermédiaires entre les deux niveaux. Donc, a priori, si vous avez, en fait, comme vous avez déjà fait ce travail et que vous avez l'air très en avance sur ces questions d'effacement OSD 22, si vous avez des sites qui ont des très gros potentiels d'effacement, peut-être qu'il est possible de candidater à l'appel d'offres. Cependant, il me semblait que sur les appels d'offres de RTE, les seuils de puissance étaient quand même vraiment très élevés pour candidater. Donc, il me semblait que en fait, c'était quand même très difficile en tant que site de candidater directement, à moins d'être un très gros site industriel. Et donc, c'est pour ça que ce sont les agrégateurs et opérateurs qui font l'intermédiaire entre les deux. Et par contre, ce qui est intéressant à retenir en termes de dynamique de l'effacement, c'est que finalement, ces appels d'offres de RTE ont des rémunérations vraiment de plus en plus élevées sur l'effacement. Je n'ai plus tous les ordres de grandeur en tête à l'heure actuellement, mais je pourrais vous les redonner éventuellement par mail après le webinaire pour les personnes que ça intéresse. La dynamique est quand même très favorable sur ce type d'appel d'offres d'effacement. Et donc, c'est aussi là-dessus qu'on peut compter pour faire monter les offres des agrégateurs et opérateurs qui agissent comme intermédiaires. D'accord, bah merci pour les chiffres dans le chat. Oui, tout à fait. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vais vous proposer de clôturer ce webinaire. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation et pour vos questions et pour vos retours d'expérience. Donc, je pense que c'était très utile d'avoir cette discussion dans les questions. Donc, on vous incite à candidater avant le 15 mars 2023 à notre appel à projet pour obtenir des financements effacement à la fois sur les ressources humaines, financer du temps interne pour l'effacement, financer des études d'effacement et financer des outils qui vous permettent de vous lancer dans cette démarche. Ces trois axes-là vous permettront de lancer une démarche pour faire de l'effacement dès l'hiver 2023-2024 et vous serez accompagné, si vous candidatez et que vous êtes lauréat, par le programme ACTE sur cette démarche d'effacement. Vous aurez aussi accès à ce groupe de travail qui vous permettra d'échanger avec différentes collectivités qui sont pionnières et qui sont en train de s'engager sur ces questions d'effacement électrique. Et vous aurez accès à toutes les ressources que l'on est actuellement en train de mettre en ligne sur notre site Internet. Donc, pour candidater, vous pouvez retrouver tous les documents de candidature à partir de cet après-midi sur notre site Internet FACT, donc le dossier de candidature à télécharger sur le site Internet, avec les 3 documents à remplir et à nous retourner pour candidater. Au-delà de la phase candidature, vous pouvez retrouver les différentes ressources qu'on a mis en ligne sur l'effacement sur notre site Internet, là aussi, avec les 2 guides ainsi que les 3 outils qu'on est en train de publier, et notamment si vous rejoignez notre groupe de travail, l'outil GoFlex et les 2 formations, le 6 janvier et le 20 janvier, qui vous permettront de monter en compétences, notamment si vous êtes économe de flux et que vous êtes intéressé par ces sujets sur l'effacement électrique. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous et on vous retrouve sur notre page Internet pour télécharger toutes les ressources et le dossier de candidature. Très bonne journée. Au revoir.